Un dimanche politique dans 64 minutes, le premier de cette année 2023. C'est la tradition, le 31 décembre, le président français, comme la plupart de ses homologues dans le monde, présente ses vœux. L'occasion aussi de fixer un cap, de revenir sur des sujets importants à venir, des réformes cruciales notamment. Alors nous allons revenir sur cette allocution d'Emmanuel Macron avec nos deux invités fidèles au rendez-vous en ce 1er janvier. Bonsoir Eva Morletto. Bonsoir, bonne année. Bonne année à vous. Alors vous êtes correspondante de Grazia Italie en France et en direct Richard Verly pour le site d'information suisse blick.ch. Très belle année à vous aussi. Richard, merci d'être avec nous et je vous propose à tous les deux d'écouter Emmanuel Macron. Je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir dans un monde si rude, dans des temps si durs. Voilà, cet appel à l'unité ne vous a pas échappé, Richard. Dans votre édito « Une France rassemblée en 2023 », vous dites que Emmanuel Macron a fait un rêve. Alors c'est un rêve impossible, notamment au vu de la situation politique à l'Assemblée. Effectivement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai vu cette allocution comme au fond une France idéale, une France qu'Emmanuel Macron rêve de présider, une France donc rassemblée, mais aussi une France qui travaille, une France qui persévère. Voilà, malheureusement, on sait tous que dans la réalité, ce n'est pas aussi simple et qu'il ne semble pas avoir les moyens justement de rassembler le pays. C'est pour cela que je pense qu'il était dans une réalité un peu virtuelle, mais après tout, c'est l'exercice des vœux. C'est sans doute la France qu'il souhaiterait présider. Voilà, une France souhaitée, rêvée, vous êtes d'accord, Eva Morletto? Mais ça fait peu partie, Macron est désormais au son 6e discours pour la nouvelle année, donc c'est un peu normal que ça soit imprégné d'optimisme. En même temps, c'est un peu saisissant ce contraste entre les mots qu'il emploie. Donc c'est presque un discours qui veut exorciser la peur de ce qui va venir. Et donc ces contrastes entre des mots comme unité, le fait d'éviter les divisions et cette épée des Damocles qui est très proche de sa tête, qui est cette échéance de 10 janvier avec la présentation de loi sur les réformes de la retraite qui menace au contraire bien de diviser. Comme on a vu, tous les syndicats sont unanimes à condamner cette réforme. Tous les acteurs de l'opposition sont aussi unanimes. Donc oui, on verra ce qui va se passer. On va voir, effectivement, ça risque d'être explosif. On va développer, on va l'écouter d'ailleurs sur cette réforme des retraites, puisque évidemment, il s'en est ouvert, Emmanuel Macron. Mais juste sur le, peut-être pas la fond, la forme, qu'est-ce que vous retenez, Richard Verly? Vous l'avez dit, c'est convenu comme exercice, mais est-ce qui vous a convaincu? Écoutez, deux choses. D'abord, c'est assez étonnant de la part d'Emmanuel Macron de le voir parler devant une bibliothèque sans que l'on puisse distinguer les livres. Vous vous souvenez de sa photo présidentielle, celle qui est d'ailleurs toujours en usage. Il avait posé 2 livres, dont les mémoires de Charles de Gaulle, sur la table à l'Élysée et on les voyait distinctement. Là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière lui et peut-être aurait-il dû nous montrer quelques reliures. Peut-être ça aurait pu donner une indication. Et la deuxième chose, c'est que je l'ai trouvé au fond pas tellement apaisé. Au fond, il tient des propos d'apaisement, mais on l'a senti peut-être quand même un petit peu inquiet, comme s'il avait bien évidemment la certitude que le pays lui échappe un peu et que ça va être compliqué cette année. Donc ça va être compliqué. Eva Morletto, vous partagez? Je partage et en fait il y a d'autres éléments de langage qui me reviennent. C'est les mots, souvent il a dit le mot engagement, souvent il a dit le mot travail et bien évidemment il a aussi étalé tout ce qui avait été fait de positif, la baisse du chômage, les nouveaux chantiers pour les Jeux Olympiques, pour Notre-Dame, on parlait d'autosatisfaction. Voilà, donc on parle d'autosatisfaction et d'une attitude un peu surréaliste, en effet. Mais ce que j'ai remarqué, c'est aussi presque cette envie de mettre tout à plat et de recommencer du début et de montrer, donc avec cet engagement, donc de réaffirmer son rôle de guide de la nation pour encore cette prochaine année et en remettant, disons, tout en discussion encore une fois. Oui, il y a eu beaucoup de critiques, j'ai évoqué l'autosatisfaction. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a fustigé un 6e exercice de vœux pieux, toujours démenti par l'impuissance, l'inaction, le manque de courage, je le cite. Même sévérité chez Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Macron nous a semblé totalement déconnecté dans l'histoire de notre pays que de la vie des Français. Donc ça, c'est la déclaration de la secrétaire nationale du Parti écologiste, Marine Tondelier, toute nouvelle secrétaire. On en avait parlé effectivement dans ce dimanche politique. Alors on va l'entendre sur ce dossier dont on a parlé il y a quelques minutes. Alors travail, qui dit travail dit retraite. Et ça, c'est vraiment, on en a beaucoup parlé encore une fois sur 64 minutes, mais c'est le dossier chaud. Elisabeth Borne présente le texte le 10 janvier. On va écouter ce qu'en a dit Emmanuel Macron. Comme je m'y suis engagé devant vous,
cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. Voilà, le temps s'accélère, on y est. Elisabeth Borne doit présenter le texte le 10 janvier, je le disais. Est-ce que vous avez été convaincu là? Est-ce qu'il a donné... Il n'a pas vraiment donné des arguments très, très forts, il a juste rappelé que c'était important. Oui, tout à fait. Mais ce qui est plus important encore, c'est de voir, alors ça c'est le gros dossier épineux, de voir s'il y a encore une petite marge de négociation. Et notamment par exemple sur les syndicats, celui le plus modéré comme celui de CFDT, de Berger. De voir par exemple, lui il a mis cette comment dire, date cet âge, excusez-moi, de 64 ans, voir si par exemple on peut encore négocier par exemple le monter à 63, parce que en fait déjà 65. une marge déjà non le faire reculer. Le faire descendre. Oui, le faire descendre. Parce que déjà ça pourrait donner une petite marge de négociation, parce qu'en ce moment il a vraiment une sorte de mur devant lui, une sorte de barrière de la part de tous les syndicats, ce qui pourrait être très... Et ce qui est un peu étrange de mon point de vue, parce que je suis italienne, c'est qu'en Italie on a la retraite quand même à 67 ans. Et dans toute l'Europe, il y a encore la France est un des pays où la retraite est à un âge, disons, plus jeune. Il y a aussi différents éléments qui vont malgré tout ce qui dit l'opposition, un peu à la faveur de Macron. C'est-à-dire, par exemple, le Conseil d'orientation des retraites a dit que cette dette des caisses de retraite, ça devrait être résorbé. Sauf que le Conseil d'orientation ne tient pas compte de toutes les crises conjoncturelles qui traversent les pays et qui traversent toute l'Europe. Exactement, l'inflation, la crise énergétique, etc. Ça, c'est un autre élément. Donc, il faut voir si, compte tenu... En fait, il y aura un moment où les acteurs, que ce soit de l'opposition, que ce soit des syndicats, se rendent compte que cette réforme-là est indispensable. Et puis, il y a d'autres carottes, on va dire, qu'on va donner quand même au monde du travail. Donc, cette pension pour qui a une carrière complète de 1 200 €, cette retraite, excusez-moi, de 1 200 €, je traduis littéralement de l'italien. Et puis, les faits que la suppression de ces fameux régimes spéciaux qui avaient tant fait parler, qui risquent encore de tant faire parler, cette suppression, il y a quand même cette clause du grand-père qui les rend réalisables seulement pour ceux qui vont rentrer et ceux qui sont déjà, ils n'auront pas à subir ça. Donc il y a plein, le dispositif longue carrière ne sera pas touché. Les lignes vont bouger. Donc voilà, les lignes vont bouger. Il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels on peut encore jouer pour une marge de négociation. D'ailleurs, Elisabeth Borne recevra, donc la Première ministre, mardi et mercredi, les partenaires sociaux. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Matignon. Richard, vers les marges de négociation, effectivement, est-ce que vous y croyez ? Écoutez, moi, ce qui m'a frappé, c'est la détermination d'Emmanuel Macron. Clairement, il est en train, et c'est ce qu'il a fait dans cette allocution, d'associer son deuxième mandat à cette réforme de retraite. Elle est pour lui emblématique. À partir de ce moment-là, on peut en déduire que s'il faut passer en force, je pense que le gouvernement passera en force. Maintenant, il reste cet espace de négociation. Il est resté suffisamment flou pour laisser une marge de manœuvre à Elisabeth Borne, mais ce qui se prépare quand même, c'est un affrontement. Il en a conscience. Et au fond, ce qu'il a fait dans cette déclaration, c'est prendre les Français à témoin en disant « je le fais pour vous ». Sera-t-il entendu? C'est une autre question. Oui, l'affrontement, alors il se prépare. Hein. Il y a ce tweet de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Au bout de 50 vœux de Macron, je crois qu'il porte la poisse. 16 degrés à Paris le 31 décembre. Ça va chauffer en janvier. Bonne année. Donc voilà, ça c'est les bonnes années de Jean-Luc Mélenchon. Alors chauffer, justement, la transition, là il parle du climat social, mais on va parler de la transition climatique. Eva Morletto, est-ce que là ça a été assez brièvement évoqué par le président de la République? C'est une bataille à mener? Mais ça, absolument. Mais disons qu'il est passé de la stratégie de la peur quand il menaçait les coupures d'électricité, etc. Mais si vous vous rappelez, au mois de décembre, en fait, toute cette stratégie de la peur était basée comme si c'était des éléments qui venaient de l'extérieur et comme si le gouvernement n'avait pas un rôle direct sur le fait qu'on était dans une crise énergétique. Pourquoi? Parce qu'on a été trop hésitant sur le développement des énergies renouvelables. Là, d'ailleurs, il y a la mesure qui va passer. On a été aussi pas, disons, un peu court-termiste sur le nucléaire, hein, parce que finalement, au lieu de faire comme l'Allemagne, par exemple, qu'elle a juste
arrêter ces centrales à charbon, mais prêtes à peut-être les remettre en marche au cas de nécessité. Nous, on est dans une politique de démantèlement, donc ça va être plus compliqué aussi de rebondir là-dessus. Il faut voir là sur le nucléaire, en fait, on a toujours l'impression qu'en fait on avance, mais de pas très très prudent. On voit déjà qu'il y a les critiques, par exemple, que ce soit d'Orano et Xareva ou que ce soit de EDF, sur le développement des prochaines EPR. Donc pourquoi il doit être seulement ceux qui sont à proximité des centrales nucléaires déjà existantes? Pourquoi on ne peut pas développer ces fameux small reactors, ces petits réacteurs qui pourraient être utiles, par exemple, construits sur les sites industriels directement? Donc il y a plein de choses qui font que on avance, mais il y a toujours à petits pas. Et pareil pour les renouvelables. Donc, on a des buts assez ambitieux de 50 parcs marins pour les éoliennes, de redoubler l'éolienne terrestre, de faire 10 fois plus encore des photovoltaïques. Mais on n'a encore pas fait face, par exemple, à ce qu'on appelle agrovoltaïque, c'est-à-dire le fait de réquisitionner du foncier pour mettre des panneaux voltaïques. Voilà, exactement. On est en retard. Il faut voir aussi les communautés locales, comment ils vont réagir à ce genre de mesures qu'on devra à un moment prendre. Effectivement, on va suivre. Alors Richard Verly, juste une question sur un autre projet de loi qui va arriver très vite, l'immigration. Gérald Darmanin est en visite pour 2 jours à Mayotte ce week-end. Il a fait le tour en mer avec la police aux frontières à Mayotte, dont on a beaucoup parlé. Ça aussi, ça va être un dossier chaud à suivre. Ça va être un dossier chaud, mais vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron en a finalement peu parlé dans ses vœux. Il a parlé de contrôle aux frontières, mais il ne s'est pas aventuré dans davantage d'explications sur le détail de cette loi sur l'immigration. D'abord, alors, il est vrai parce que immigration, c'est synonyme de fracture, ça ne collait donc pas tout à fait avec des vœux qui voulaient rassembler, mais aussi parce que sur ce dossier, je pense qu'il est très soucieux là de laisser Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur, monter au créneau et lui-même d'être quand même un peu en retrait pour pouvoir éventuellement calmer le jeu à un moment donné, parce qu'il sait pour le coup que là c'est explosif. Quand on parlait des retraites, on parlait d'affrontement, mais un affrontement politique. L'immigration, c'est encore plus compliqué. Juste un mot sur l'énergie. Emmanuel Macron a quand même pris un engagement fort dans ses vœux, un engagement que les Français ont sans doute entendu, c'est ramener le coût de l'électricité à celui de sa production. Et ça, c'est quand même très important parce que ça suppose un parc nucléaire en parfait état de marche. On y arrive progressivement. Donc je crois que là, c'est important. Il a parlé aux clients que sont les Français également. Merci Richard d'avoir été en direct dans 64 minutes. Merci Eva. Merci beaucoup. Et encore très bonne année à tous les deux. On vous retrouvera avec plaisir dans ce rendez-vous du dimanche dans 64 minutes.